Bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour ce Vie ma vie de commercial dans la tech. Puisque je vais vous parler un petit peu de mon expérience aujourd'hui, je vais commencer par me présenter en quelques mots. Donc, qui suis-je? Je m'appelle Louise, je suis du coup business développeur, je suis également account manager. On peut aussi dire que je suis ingénieur d'affaires, que je suis commercial dans l'informatique, autant de dénominations pour finalement le même métier. Donc, je suis responsable du secteur et du luxe dans ma boîte. Donc, moi, je travaille chez Hippon Technologies depuis 4 ans. Le nom de la boîte vous est peut-être familier. Vous avez peut-être assisté à des talks de mes collègues aujourd'hui. Et on a ouvert une agence à Tours l'année dernière. Et donc, on a un stand du coup dans le hall. L'objectif de ce talk va être un petit peu de déconstruire les stéréotypes qui existent autour de ce métier. Donc, ils sont nombreux. J'ai essayé d'en recenser quelques-uns que vous aurez sans doute déjà entendu. Donc, le premier cliché, c'est que le commercial est finalement un requin qui est prêt à tout pour vendre, quelqu'un qui n'aurait pas forcément énormément d'empathie, qui considérerait les développeurs comme de simples numéros dans sa société, qui enverrait donc un développeur en mission pendant 2 ans et qui ne répondrait plus au téléphone ensuite quand le consultant se rendra compte qu'on lui a vendu une super mission from scratch et qui se retrouve sur une TMA avec du Java 6 et du Strut. On a également le cliché du commercial qui passe son temps au restaurant, donc qui quitte le bureau à 11h, qui revient à 15h un petit peu éméché, ou alors celui du commercial qui passe son temps au téléphone, donc vous ne pouvez pas le louper finalement quand il est dans l'open space puisque personne ne peut travailler à côté. Un autre cliché serait que le commercial reste devant son ordinateur, qu'il attend les appels d'offres, il envoie quelques CV, fait pas grand-chose et cela coule plutôt douce. Et le dernier, mais non pas des moindres, c'est quelqu'un qui a la tchatche, donc qui va parler avec tout le monde à la machine à café, mais finalement quand on creuse un peu, en fait il y connaît rien du tout. Du coup, une aubaine pour les développeurs qui l'ont en entretien d'embauche, puisque vous parlez de craft, vous parlez de data, vous parlez de cloud, et c'est bon, vous êtes embauché. Alors finalement, en discutant avec mes collègues, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de fumée sans feu. Donc derrière, quelques anecdotes. Il y avait parlons de Jean, commercial dans l'informatique, je vous rassure, c'est pas la photo d'un de mes collègues. J'ai généré une photo grâce à une IA, parce que oui, les commerciaux utilisent aussi la nouvelle technologie. Jean envoyait des CV à son client, il ne comprenait pas pourquoi, alors que son client demandait des profils JavaScript, pourquoi ces profils Java ne passaient pas. Parce que Jean pensait que JavaScript c'était des scripts de Java et donc qu'il était plutôt bon à niveau pertinence, adéquation des CV. Toujours Jean, donc Jean avait un consultant, Martin, dont la mission allait se terminer. Et finalement, Jean a essayé de faire rebondir Martin dans l'équipe d'à côté en lui disant « T'inquiète pas, tu connais le contexte, tu connais déjà un petit peu les enjeux du client, il n'y a pas de raison pour que ça ne le fasse pas. » Le souci, c'est quand Martin s'est retrouvé en entretien, au bout de 30 minutes, il s'est rendu compte que c'était du PHP alors que Martin fait du Java. Donc une perte de temps pour tout le monde. Si finalement on synthétise un peu tout ce que je viens de vous raconter, il y a ce que les gens vont penser que je fais. Je pense que mes parents, c'est un peu le cas aussi, ils ne comprennent pas trop. Je passe mon temps au restaurant, je rigole avec des consultants, avec des clients. Ce que mes consultants vont penser que je fais, voilà, je pense que l'image parle d'elle-même. Et ce que finalement je fais, donc me prendre la tête sur des stratégies, des plans de compte ou des propositions commerciales. Bon, je vous rassure, c'est un petit peu plus fun que ça en a l'air sur cette dernière image. Alors si on passe un petit peu au-delà, on met les stéréotypes de côté. Le secteur de l'informatique, c'est un secteur qui est hyper concurrentiel aujourd'hui. Il y a plus de 4600 sociétés de conseil en informatique qui existent aujourd'hui. Et donc, il va être hyper important de se démarquer. Et pour moi, ça va passer par l'apport de valeur et puis le devoir de conseil. Donc, si je fais une analogie simple, vous organisez une soirée ce soir et vous invitez des amis, vous devez acheter une bouteille de vin. Donc, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Première option, vous savez ce que vous allez cuisiner, vous savez grosso modo ce que vous voulez acheter, vous avez un budget qui est limité et du coup, vous vous rendez dans votre grande surface préférée. Vous regardez un petit peu les bouteilles, vous repartez avec votre bouteille de vin de votre Super U. On pourrait faire l'analogie toujours avec Jean qui reçoit un appel d'offres, qui regarde dans sa CV Tech et qui envoie un CV à son client. Deuxième option, donc vous verrez que je suis commercial, je ne suis pas graphiste.
Deuxième option, du coup, vous savez ce que vous allez cuisiner, mais finalement, vous avez une petite idée de ce que vous allez boire, mais vous n'êtes pas contre un petit peu quelques conseils en plus. Vous dites qu'il y a peut-être un cépage qui correspondrait un petit peu mieux au plat que vous allez préparer. Et donc, vous allez voir votre caviste préféré qui va vous parler des dernières nouveautés, qui va vous poser des questions un petit peu sur vos goûts, sur ce que vous aimez, sur ce qu'aiment également vos amis que vous recevez ce soir. Il vous présente un panel de bouteilles en vous présentant les avantages de chacune des bouteilles, et puis vous faites votre choix ensuite. Finalement, c'est un petit peu ce que je vais essayer de faire lorsque j'ai un rendez-vous avec un client, c'est-à-dire aller au-delà de la recherche initiale pour essayer de creuser le besoin, de comprendre quel est l'enjeu qu'il y a derrière, quels vont être les points de douleur de mon client, pour finalement, grâce un petit peu à ma connaissance du marché, aux problématiques que j'ai rencontrées chez d'autres clients, et essayer d'aller un petit peu plus loin dans la réponse que je vais lui apporter. Du coup, si jamais on parle d'un exemple un petit peu plus concret, on avait reçu l'appel d'un prospect qui était intéressé du coup par un renfort de 5 développeurs pour faire une refonte de son site e-commerce. Donc il était dans la vente de mobilier. Donc l'histoire aurait pu s'arrêter là. On aurait pu envoyer à ce prospect les CV de développeurs seniors qui pouvaient matcher avec la recherche. Mais finalement, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est une démarche d'analyse, de creuser un petit peu, d'aller un petit peu plus loin pour comprendre un petit peu le pourquoi du comment et les tenants et aboutissants. Donc il s'avérait que si jamais ce prospect nous appelait, c'est parce qu'il avait une chute de son taux de conversion. Donc il était passé de 70 à 35%. Et donc derrière, il s'est dit, il faut absolument que je fasse une refonte. Donc derrière, c'est parce qu'il avait changé de RP que finalement les performances étaient dégradées et en fait les gens quittaient le site puisque les temps de réponse étaient trop longs. Donc là, ce qu'on a proposé donc aux clients, c'était une démarche où finalement on allait revoir, une démarche de conception, on allait revoir les parcours pour avoir justement une expérience qui était optimale sur le site. Donc le client commence à nous dire, ok, très bien, je vous fais confiance à une condition, c'est que ce soit vous qui portiez l'engagement. Je veux que le taux de conversion revienne à 70%. Donc s'en est suivi derrière une phase de négo, phase classique de toute façon dans toute vente, où derrière on lui a dit très bien, mais à ce moment-là on doit pouvoir faire nos recommandations techniques, que vous nous fassiez confiance sur la façon avec laquelle on allait communiquer avec les ERP, avec derrière les nouveaux parcours. Et puis derrière, nous ce qu'on veut, c'est mettre en place un système de bonus-malus. C'est-à-dire que si jamais on arrive à revenir à ce taux de conversion de 70%, si on le dépasse, il y a un bonus. Si on est en deçà, il y a un malus, mais finalement on avait confiance en nos équipes. Donc derrière, on se disait que ce n'était pas un énorme risque à prendre. Et puis on a réussi à négocier du coup l'hébergement pendant 6 mois derrière. Donc si on regarde cette vente qui aurait pu s'arrêter en fait dès le début, ça a été un win-win pour tout le monde. De son côté, le client, il a eu la refonte de son site e-commerce. Derrière, vu qu'il avait eu un engagement de la part de la société sur le taux de conversion, il a réduit les risques de son côté. La société, finalement, au lieu d'avoir simplement quelques développeurs qui sont intervenus sur le sujet, il y a eu tout un panel de consultants qui ont pu bosser dessus, que ce soit des designers et puis les gens qui étaient sur la partie Ops derrière. L'hébergement qui n'était pas prévu dedans est finalement arrivé dans l'équation. Et puis, il y avait ce bonus derrière, à partir du moment où on arrivait à revenir sur ce taux de transformation. Et derrière, côté consultant, c'était pas une refonte simplement iso-fonctionnelle. Derrière, il y avait un réel apport de valeur puisqu'il fallait repenser un petit peu toute l'architecture, le système de communication avec l'ERP. Et surtout, il y avait un travail en dispositif où finalement, c'était pas une mission où un consultant allait se retrouver isolé chez un client et perdre un petit peu le sentiment d'appartenance avec sa société. Là, c'était des équipes qui allaient travailler ensemble et c'est ce qu'elles recherchaient finalement. Donc comment réussir à apporter ce premier niveau de conseil? Pour moi, si on reprend un petit peu l'analogie avec son caviste, donc à l'instar du caviste qui va connaître les régions et les cépages, pour moi, un commercial se doit de connaître le métier de ses clients. Donc un commercial qui va intervenir dans le secteur bancaire, c'est quelqu'un qui va devoir se tenir au courant des dernières réglementations. Moi, dans le secteur du retail, je dois connaître les différentes briques e-commerce et puis, par exemple, le parcours d'achat sur un site. Mais c'est quelqu'un aussi qui doit avoir les bases commerciales et les bases techniques. On échange avec des profils techniques toute la journée. Finalement, on perd toute crédibilité si jamais on n'a pas ce premier vernis technique.
Ensuite, il y a tout ce qui est proximité et confiance. Donc, le caviste doit connaître ses producteurs pour être au courant, je ne sais pas, des dernières cuvées. Il doit bien connaître ses clients pour leur faire les meilleures recommandations. C'est pareil pour le commercial. Il doit connaître ses clients, il doit connaître leur contexte pour être le plus pertinent possible ensuite dès qu'il y a un problème qui arrive, ou une recherche, ou un nouveau produit qui va se lancer. Mais il doit aussi être proche de ses équipes, de ses consultants, au-delà de certains mots-clés sur un CV, pour pouvoir derrière connaître leurs forces, connaître leurs faiblesses, à savoir comment est-ce qu'ils ont envie d'évoluer, pour que finalement tout le monde soit gagnant à partir du moment où il y a une mission. Et vient ensuite l'expérience. Donc, tout comme votre caviste va pouvoir vous conseiller sur les meilleurs accords mets vins, finalement, le commercial, au bout d'un moment, il connaît les recettes qui marchent. Et si vous allez lancer, par exemple, un nouveau produit, va pouvoir vous orienter sur un cadrage qui va aller différents concepts, que ce soit le produit, le design, la tech. Et puis, derrière, mettre en place un dispositif, du coup, une équipe pluridisciplinaire qui va développer le MVP pour arriver sur le marché rapidement. Mais du coup, comment rester pertinente? Du coup, à l'image des techs qui font énormément de veille, c'est pareil côté commerce. Donc aujourd'hui, il y a tellement d'informations qui sont à disposition partout qu'il faut savoir où aller chercher la bonne information. Donc la chance que j'ai, c'est que j'ai pas mal de ressources qui peuvent être mises à disposition par ma société, que ce soit via le blog ou du coup aussi les livres blancs qui peuvent être fournis. Mais également par la formation continue. Donc on a une gamification un petit peu de la montée en compétences. C'est pour ça la petite image en bas avec le kimono. Du coup, c'est comme le passage des ceintures au judo. Et dans ce cadre, du coup, on se re-challenge continuellement sur des soft skills, des hard skills. Et du coup, c'est aussi dans ce cadre que je me tiens face à vous aujourd'hui. C'est le monsieur-là qu'il faut remercier. Mais par contre, je trouve ça super important de rester connecté physiquement aux acteurs de son métier. Et donc, pour moi, c'est super important de participer à des salons métiers. Donc là, je faisais apparaître Tech for Retail, qui est un salon qui a lieu à Paris. Et donc, cette année, par exemple, il y a eu énormément de sujets autour de l'IA générative, autour de tout ce qui était sustainability ou des enjeux marketplace. Et donc, j'ai pu participer à ce salon, rédiger un article derrière. Et je trouve que derrière, il n'y a rien de mieux pour être pertinente finalement lorsqu'on échange avec des interlocuteurs métiers. Et puis assister à des conférences tech comme aujourd'hui. Je ne vous dis pas que j'ai tout compris ce matin sur la conf VLC, mais ma foi, on essaye. Donc finalement, si je dois résumer un petit peu, le métier de commercial pour moi, c'est vraiment jongler au sein d'un triptyque, parce qu'il va y avoir les intérêts de la société pour laquelle on travaille, donc définir une stratégie de secteur, développer et un périmètre et un portefeuille client, maintenir un certain niveau de marge. Il va y avoir être proche de ses clients, donc il va falloir créer une relation de confiance avec ses clients. Il va falloir, il y a toute la partie prospection, toute la partie réponse forcément à des appels d'offres. Et puis à partir du moment où ces projets sont gagnés, faire un suivi des engagements. Mais il y a aussi la composante finalement consultant qui est très importante parce que pour moi, il y a les relations avec ses clients, mais il y a aussi les relations au sein de sa société. Donc ils vont passer par le recrutement, le coaching, la fidélisation des personnes qui constituent la société, les faire grandir, le suivi de projet. Et grosso modo, voilà, c'est réussir à jongler entre toutes ces composantes-ci. Du coup, voilà, il reste une minute. Je vous remercie pour votre attention. Donc, pour faire les feedbacks, vous avez le QR code ici. Si jamais vous avez des anecdotes à me partager avec vos commerciaux, je suis preneuse également. Si jamais je revenais à faire cette conf, ça pourrait me permettre de changer mes petits exemples, de les agrémenter. Merci beaucoup. Je sais pas, il y a 45 secondes, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Petite question, est-ce que c'est dur d'écrire un article de blog parmi des textes? C'est pas forcément évident. Je pense qu'on a tous un petit peu ce syndrome de l'imposteur et combien même j'essaye de me maintenir au courant un petit peu des tendances du marché du retail et du luxe, je me dis aussi que je suis pas forcément la plus pertinente ou la mieux placée pour en parler, alors que c'est débile et il faut se lancer. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Ouais.
C'est super intéressant. C'est pas quelque chose qui est mis en place de notre côté, mais en tout cas, ça peut être une bonne pratique pour le rapprochement des équipes, en effet. Merci à tous.